Quand moi, il m'a proposé 300 000, au départ, j'ai dit hors de question, c'est beaucoup trop cher, ça vaut maximum 250 000. Tant qu'à acheter ce bien-là avec un risque, sans l'accord de la copropriété, alors dans ce cas-là, autant faire ce qu'on appelle dans le jargon de l'immobilier un coup de fusil. Donc autant l'acheter à 120 000. Ça pour moi, c'est la définition de la bonne affaire. Être gagnant à l'exploitation, être gagnant à la revente. Aujourd'hui, on va parler de mon opération immobilière la plus rentable, mais vraiment extrêmement rentable. Et paradoxalement, je vais vous parler de l'un de mes studios à Paris. Ça paraît fou, mais pour moi, c'est une rentabilité en termes d'exploitation de biens, mais aussi à la revente potentielle du bien. Je vous explique tout juste après. Mais d'ores et déjà, si vous vous dites que vous aimeriez vous former gratuitement à l'investissement immobilier, j'ai une petite formation accessible immédiatement de 30 minutes qui s'appelle ImmoStarter. Elle est visible sur le QR code que vous voyez sur l'écran. Il y a également donc un lien autour de cette vidéo ou sinon commentez simplement investissement. Alors, je vais vous raconter cet épisode et il faut bien comprendre que ce que je dis n'est pas forcément duplicable. Je le redis encore une fois, je ne fais que raconter mon histoire, je ne suis pas en train de dire que vous aussi, vous pouvez faire ce genre d'opération en un claquement de doigts. Je ne suis pas non plus en train de dire que je suis une personne exceptionnelle, mais clairement, attention, je ne suis pas du tout dans le discours de dire que c'est facile, rentier de l'immobilier, en 2 mois vous êtes millionnaire, c'est pas du tout voilà, mon discours. Et ceux qui suivent ma chaîne YouTube le savent. Alors, l'histoire de ce studio, c'est celui de mon 5e studio à Paris. C'est le dernier studio que j'ai fait donc d'ailleurs sur la capitale, dans le 16e arrondissement, en 2019. Et il faut comprendre qu'entre 2017 et 2019, moi j'ai fait un parcours d'investisseur immobilier très, on va dire, sécurisé. Je voulais absolument investir dans des chambres de bonne parce que j'étais locataire d'une chambre de bonne. Je savais qu'il y avait beaucoup de demandes locatives. Je voulais devenir propriétaire de ce type de bien-là. Et clairement, à l'époque, les bonnes affaires que j'ai faites, c'est parce que, et je vous le dis tout de suite, pour ceux qui regardent la vidéo, comprenez bien qu'à Paris, pour faire donc une bonne affaire, il n'y a que 2 méthodes. La première, c'est soit acheter des problèmes, c'est-à-dire que vous avez un studio totalement délabré, avec un problème juridique, vraiment quelque chose de très particulier. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, sur mes 5 studios à Paris, et c'était 5 studios où il n'y avait que des problèmes. Voilà, vous n'aurez aucun vendeur qui va vous dire « Coucou, voilà, le prix il est à 200 000 et à toi je vais te le proposer à 150 000 », ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse pour faire une bonne affaire à Paris, c'est qu'on achète quelque chose dans un bon quartier et on est prêt à surfinancer le bien, c'est-à-dire à mettre beaucoup d'apports pour se créer une rentabilité fictive. Et donc là, on se crée du cash flow. Mais si on n'est pas dans l'un de ces 2 cas-là, on ne peut pas faire de bonnes affaires à Paris. Et tous les marchands de biens vous le diront, sur la capitale, les bonnes affaires, c'est beaucoup de travaux et très souvent également, parce que les vendeurs se rendent compte que quand il y a beaucoup de travaux, on défalque du prix des travaux et point barre, mais pour aller encore plus bas, il faut des problèmes. Donc là, ce 5e studio, c'était un studio à problème. Et pour vous récapituler un petit peu le contexte, 21 mètres carrés, en plein cœur du Trocadéro, on est sur un prix qui était normalement à 300 000 et j'ai pu acheter ce studio à hauteur de 120 000 euros. Alors, comment est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté un problème. Le problème venait du vendeur et aussi de la structure de ce studio. C'était un studio dans lequel il y avait des problèmes de plomberie. Là-dessus, je ne voulais pas l'acheter au prix fort et il fallait forcément que le prix soit décoté. Je précise que c'était un achat que j'ai fait directement auprès du vendeur. Je ne pense pas que ce bien-là, que ce studio-là, valait réellement 300 000. Je pense qu'on était plutôt à 250 000, mais c'était le prix qui m'avait été proposé. Ce studio de 21 mètres carrés nécessitait de faire des travaux parce que, en fait, j'ai acheté 2 lots différents. Un lot de 14 mètres carrés et une sorte d'annexe qui était juste à côté de 7 mètres carrés. Et donc, moi, l'objectif, c'était de rassembler les 2. Mais dans la petite pièce annexe de 7 mètres carrés où il n'y avait aucun tuyau, c'était là où il fallait faire des arrivées d'eau parce que c'était que dans cette configuration-là qu'on pouvait mettre une salle d'eau et les toilettes. Donc là-dessus,
problématiques liées à des travaux, avec des demandes d'autorisation de la copropriété, et ça c'était une forte contrainte. C'est ça qu'on appelle acheter des problèmes, et donc c'est ça qui peut amener à une négociation. Simplement, on est allé plus loin avec le vendeur, parce que ce vendeur de ce 5e studio, c'était déjà celui qui m'avait vendu mon 3e studio à Paris. Et ce 3e studio se trouvait en face de ces 2 lots qui formaient 21 mètres carrés au total. Et là, c'est là que l'histoire devient, entre guillemets, intéressante, parce que, et ça c'est vraiment un enseignement que je vous donne, lorsque vous voulez vendre un bien, et c'est là que le vendeur a commis une erreur, lorsque vous voulez vendre un bien, il ne faut pas trop en dire sur les raisons de la vente. Parce que le vendeur, déjà pour le 3e studio que j'ai acheté, donc j'ai acheté pour mémoire 13 mètres carrés, il m'avait déjà expliqué qu'il avait de très gros problèmes fiscaux et qu'il avait beaucoup d'arriérés à payer. Et donc déjà pour le 3e studio, j'avais pu faire une bonne affaire parce qu'il était dans l'urgence de vendre à l'époque. Et donc pour ce 5e studio, la problématique c'est que quand moi il m'a proposé 300 000, au départ j'ai dit hors de question, c'est beaucoup trop cher, ça vaut maximum 250 000. Et j'étais prête à la limite à l'acheter à 250 000 ce studio, ces 2 lots-là. Parce que ce qui m'intéressait, c'était peut-être un jour de rassembler ces 2 studios qui formaient 21 mètres carrés avec le studio de 13 mètres carrés que j'avais déjà acheté pour en faire un grand appartement en rachetant le couloir qui séparait ces 2 studios. Mais quand je lui ai fait un refus au départ, il s'est dit pas de souci, je vais mettre ça sur le bon coin, je vais trouver un acheteur. Sauf que les visites se faisaient pas mal et apparemment ça faisait chou blanc à chaque fois parce que les gens étaient effrayés à l'idée de demander des autorisations pour les tuyaux d'eau auprès de la copropriété. Et l'argument que j'avais donné aussi, je lui avais dit, écoutez, moi, le 3e studio que j'ai, donc celui que je vous ai acheté précédemment, je voulais acheter très rapidement, j'ai eu l'offre de prêt très rapidement, et donc vous savez que je suis finançable, vous savez que je suis sérieuse, je vous ai promis des choses, donc en termes d'acquisition pour le 3e studio que j'ai acheté grâce à vous, et vous savez que je suis capable d'avoir l'offre de prêt. Et j'étais venue avec tous les documents. Là-dessus, il avait totalement confiance en moi. Et c'est comme ça que les choses se sont faites petit à petit. Qu'on est passé d'un vendeur réfractaire, non, limite, vous voulez m'arnaquer, je vous vendrai pas à moins de 300 000, à quelqu'un qui était plus conciliant et qui a accepté de me vendre à 250 000. Et au départ, j'ai accepté à 250 000. J'ai accepté. Et on est parti au compromis de cette manière-là. Mais comme il y avait cette grosse problématique liée au tuyau d'eau, j'avais mis une condition suspensive. J'avais dit, je n'achète pas ce studio, c'est 2 lots, moi j'appelle ça ce studio parce qu'aujourd'hui il est raccordé, aujourd'hui ça forme un seul lot, mais à l'époque c'était 2 lots. Donc moi j'avais dit, moi c'est impossible que j'aille à l'acte définitif de vente si je n'ai pas une autorisation en assemblée générale extraordinaire qui me donne l'autorisation de faire ces tuyaux. Et il se trouve que comme j'étais déjà propriétaire dans l'immeuble, puisque j'étais déjà propriétaire du précédent studio qui m'avait vendu, j'avais pu aller à l'assemblée générale extraordinaire. Mais sauf que monsieur, lui de son côté, ne comptait pas totalement dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi il avait peur de dire la vérité et de dire les choses, de dire que voilà, ce studio-là c'était à moi qu'il allait, ces lots-là c'était à moi qu'il allait les vendre, et que voilà les travaux qui étaient envisagés. J'étais partie dans l'idée qu'en assemblée générale, on dise clairement les choses, que moi je voulais me porter acquéreur, de proposer un projet, de faire les choses dans les clous, mais je ne sais pas pourquoi le vendeur ne voulait pas, et je n'ai jamais su pourquoi. Et sauf que ça n'a pas loupé, parce que quand vous allez en assemblée générale et que vous dites les choses mais pas très clairement, les autres copropriétaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, il y a un flou, donc on ne va pas accepter, parce que nous, il nous faut un plan, un croquis, un projet. On ne va pas vous donner carte blanche pour faire des travaux comme ça du jour au lendemain. Et donc, il y a eu un refus. Et donc, comme refus de faire les travaux, moi, je lui ai dit, moi, je suis désolée, le compromis, pour moi, il tombe. Je ne peux pas vous acheter un bien sur lequel il n'y a pas d'autorisation, si jamais il n'y a pas donc cette autorisation d'eau. Donc, moi, le compromis, il tombe. Je ne vous l'achète pas. Donc, on annule la vente auprès du notaire. Sauf que ce vendeur était vraiment au bord de l'agonie et il revient vers moi et il dit, écoutez, moi, dites-moi votre prix parce que moi j'ai besoin d'argent. Voilà. Je lui ai dit,
mais presque en plaisantant. Je lui dis, écoutez, moi à la limite, je veux bien prendre le risque de l'acheter en l'état, mais le prix, on le fait à moitié prix, on le fait à 120 000. Alors bien sûr, ça a été un choc pour lui, non, 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 etc. Et j'étais tellement en fait déçue de ne pas pouvoir acheter ce bien-là, que je me suis dit, tant qu'à acheter ce bien-là avec un risque, sans l'accord de la copropriété, alors dans ce cas-là, autant faire ce qu'on appelle dans le jargon de l'immobilier un coup de fusil. Donc autant l'acheter à 120 000. Et c'était pour moi un prix ferme. Et je pense que j'ai jamais été aussi sévère sur le négo, parce que je me suis dit, tant qu'à acheter des problèmes, là vraiment autant faire le jackpot. Et au final, après 2 semaines, il a accepté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée propriétaire de ce bien. Alors attention, parce que sur le papier, donc moi, 120 000 euros, le prix d'achat, juridiquement, il faut faire attention à ça, parce que j'aurais pas pu descendre trop bas, encore plus bas. Parce qu'il y a une action possible en justice pendant un délai de 2 ans après l'acquisition, qui s'appelle l'action en récision pour lésion, qui fait que si jamais vous avez acheté trop bas un bien, le vendeur peut quand même pendant 2 ans se retourner contre vous pour faire une action et demander la différence ou annuler la vente. Mais ça, les notaires, ils le savent. Donc, ils font très attention. Donc, c'est pour ça que quand on est revenu en compromis cette fois-ci à 120 000, il y a eu une évaluation qui a été faite par un agent immobilier et c'est là que j'ai compris que 300 000, on était hors sujet. On était plutôt à 250 000 plutôt qu'à 300 000. Mais malgré tout, de 250 à 120 000, on fait une très belle affaire, 50% de réduction. Il y a 50 000 euros de travaux que j'ai demandé et qui en fait étaient nécessaires. J'ai demandé 1 an de différé que j'ai obtenu. C'est un crédit sur 25 ans. Une mensualité qui est aux alentours de 721 euros très exactement. Et on est donc sur une belle rentabilité puisque c'est un bien que je loue au Trocadéro à hauteur de 1 200 euros par mois. Donc on est sur un cash flow très intéressant. Si on enlève toutes les charges, on est aux alentours de 400-450 euros donc de cash flow mensuel. Net d'impôts, en nom propre, LMNP, donc je ne paye pas d'impôts encore pendant plusieurs années. Donc très très belle affaire. Et aujourd'hui, si je devais revendre ce bien-là, comme il a été revalorisé, on est sur un prix estimé aux alentours de 280 000 euros. Donc ça, je considère que c'est la meilleure affaire que j'ai pu faire. Pourtant, paradoxalement, j'ai pas autant de cash flow qu'un immeuble de rapport que j'ai pu acheter en province. Sur les immeubles de rapport que j'ai, je suis à minimum 1 000 euros de cash flow par immeuble. Et pourtant, je considère que la meilleure affaire que j'ai faite, c'est cette affaire-là. Parce que j'ai pu allier le cash flow avec l'emplacement premium. Mais le truc, il est au pied du Trocadéro. Et à la revente, c'est énorme. Parce que j'ai emprunté 170 000 euros. Aujourd'hui, il me reste 120 000 euros à rembourser. Et au final, on est donc sur un prix de revente extrêmement intéressant avec une très forte plus-value. Voilà, ça pour moi, c'est la définition de la bonne affaire. Être gagnant à l'exploitation, être gagnant à la revente. Mais voilà, vous voyez, ça n'a pas été un dossier facile. Pour aller jusqu'au bout de l'histoire, parce que vous me dites, mais ok, mais tu as acheté ce bien-là, comment est-ce que tu as pu faire tes travaux d'eau? J'ai pu le faire, mais j'ai pris mon risque. Mais c'était un risque mesuré, parce que en réalité, je m'entendais déjà avec la présidente du conseil syndical et certains membres de la copropriété. Donc, moi, j'avais pris le parti, en cours de signature du nouveau compromis à 120 000, d'appeler déjà la présidente du conseil syndical et de lui dire, voilà, je vais vous dire exactement ce qu'il en est et je vais vous faire l'explication de texte de ce qui s'est passé en assemblée générale extraordinaire. Voilà ce que le vendeur y voulait. Mais en fait, en réalité, c'était moi qui voulais acheter ce bien-là. Et voilà le projet. Donc, quand la présidente du conseil syndical a compris que j'étais l'acheteuse derrière et que je voulais être sur un projet qui était cohérent, bon, elle m'a dit, il n'y aura pas de difficulté pour avoir l'eau. Voilà. Donc, si le vendeur avait été honnête le jour J, là, il m'aurait réellement vendu ce studio-là à 250 000. Moi, j'ai mis sur le prix 120 000 sur le compromis. Et une fois que le nouveau compromis à 120 000 a été signé, c'est là que j'ai discuté avec le conseil syndical et que je me suis rendu compte qu'en fait, je prenais un risque limité. Donc voilà comment on aboutit à une bonne affaire sur Paris, avec, encore une fois, des problèmes. Soit vous avez du cash à injecter pour créer le cash flow, soit vous avez cette capacité, cette prise de risque que vous voulez prendre à négocier donc un bien.
Voilà pour cette histoire. Si vous vous dites que ça vous donne envie d'investir dans l'immobilier, il y a ma formation ImmoStarter gratuite de 30 minutes. Vous pouvez la retrouver sur le QR code qui s'affiche, donc sur le lien en description donc de cette vidéo, ou encore vous pouvez l'obtenir en mettant le mot investissement en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire, et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.